Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième débrief de la saison de Formule 1. Débrief du Grand Prix d'Australie, Grand Prix qui n'a pas eu lieu depuis 2019. Donc c'est vrai qu'on était content de le retrouver, le circuit de l'Albert Park de Melbourne. Et pour m'accompagner dans ce débrief, Linkin. Bonsoir Linkin. Quentin, salut à tous, c'est ici que ça se passe. Ouais, c'est ici que ça se passe. C'est encore une fois absence de Mister Louis ce soir qui nous oblige à être tous les deux. On n'a pas pu recruter d'autres guests pour ce soir, mais j'ai peut-être des idées pour les prochains. Si Louis ne peut pas venir, j'ai des idées de gens qu'on peut mettre en guest. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des gens en plus qui ont demandé si on pouvait les solliciter. Donc, on a de la réserve, comme on dit. Comme vous le savez, ce débrief est enregistré dans les conditions du direct, hein, vous le savez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez qu'on a un compte YouTube désormais sur lequel on poste les rediffusions de ces vidéos. Si vous avez des questions, posez-les nous. On sera très heureux d'y répondre lors du débrief suivant, qui sera le débrief d'Imola, du Grand Prix d'Émilie-Romagne, dans 2 semaines. Ce sera le mardi 26 avril. Alors, Linkin, comment ça va toi? Est-ce que t'as passé un beau week-end de Grand Prix? Il a fallu se lever tôt ce week-end, hein? Euh, Effectivement, mais au vu de ce que j'ai vu ce week-end à propos de ce Grand Prix, ça valait plus ou moins le coup. Alors, vous le savez, habituellement, on commence toujours par un tour embarqué du circuit de Melbourne. Le seul problème, c'est que Louis ne nous a pas donné ce tour. Et que j'ai pas eu le temps d'en refaire un et que j'ai pas le nouveau circuit. Donc, c'est pas très grave. Bon, on va quand même vous Bon, parler en des fait, changements. ouais, voilà, on peut parler des changements. Ils sont pas ultra flagrants, hein, mais ça montre. Mais ça se joue plus au niveau des chronos. La différence se joue plus au niveau des chronos, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On avait des chronos 3 secondes plus rapides. La pole, alors qu'on avait estimé à 5 secondes, mais c'était l'estimation certainement avec les anciennes voitures, d'anciennes générations, de la génération 2017 ou 2019. Bah, Donc, 2017-2019, c'est pratiquement les mêmes, hein. oh, Faut, ouais, oh, si tu veux, non, si tu veux, Linkin, je te l'accorde. Non, 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 mais j'insiste pas trop, c'est juste que à peu près au niveau des gabarits, tout, c'était à peu près les mêmes trucs. Après, Ouais, non, non, mais je vois ce les que, seules différences, ça s'est joué plus au niveau, bah, par exemple, des configurations pneus, etc., quoi. Je vois ce que tu veux dire en fait, je vois ce que tu veux dire. Bon, en tout cas, voilà, circuit qui a été modifié, 5 km 278 désormais. Et on a enlevé 2 virages à ce circuit. Voilà. Euh, Alors, il n'y a pas de tour embarqué, mais il y a toujours quelque chose qui reste et qui est immuable dans ces débriefs, c'est le point technique de Linkin. Alors, Linkin, ton point technique ce soir s'arrête notamment sur l'évolution de l'aileron arrière de Mercedes, mais également sur l'aileron avant de la Red Bull. On commence par la Mercedes peut-être. Exactement, c'est ce que je voulais te faire d'abord. Donc, Allez, tu c'est m'as. parti. Alors, en fait, Mercedes, en fait, depuis le début de la saison, a travaillé sur trois configurations d'aileron arrière. En fait, le premier, c'est celui-là. C'est un aileron droit qu'on a eu la possibilité de voir notamment lors des essais hivernaux, ce qui est relativement assez traditionnel et qui, bon, n'a pas été, il n'y a pas, ça n'a pas apporté ultra grand chose. Ensuite, on a eu tu peux envoyer la deuxième image justement. Là, c'est là que ça change un petit peu. Là, on arrive sur l'aileron, bah, d'ailleurs, qui a été utilisé pour ce Grand Prix. Voilà, c'est Donc cette ce configuration Grand Prix d'aileron. en Australie, hein, on le rappelle. Voilà, exactement. En fait, donc en fait, la courbure de l'aileron a été plus redessinée. Après, sachant qu'il fallait quand même prendre en compte quelque chose d'important, c'est garder le taux d'ouverture du DRS. C'est-à-dire qu'en fait, comme je le rappelle ce que c'est, le taux d'ouverture du DRS, il a une certaine limite. Je crois qu'il ne doit pas dépasser plus de, je crois, Alors, si je dis pas de blague, ça y va, je crois 30 millimètres, si je dis pas un truc oh comme ça. non, 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 non. Moins que ça. Ah non, plus que ça, Linkin, c'est 85 mm l'ouverture maximale Ah du ouais, bon, bah, DRS. voilà, voilà, ouais, donc Sauf j'étais bon, complètement à côté.
souvenez-vous, et Linkin, je refais juste un petit rappel et contexte. Souvenez-vous d'ailleurs, c'est à cause de ces 8,5 mm que Hamilton avait été disqualifié de la qualification au Grand Prix du Brésil de l'an dernier, souvenez-vous. Exactement, en fait, Mercedes n'avait pas du tout respecté, cette Donc, conformité en et fait, Linkin, c'est pas le taux de quelque chose, c'est l'ouverture maximale du DRS dont tu voulais parler, exactement. ouais, voilà, c'était ça que je voulais évoquer, j'ai un peu j'avais mal prononcé la chose. Donc du coup, là-dessus, bon, à part la courbure qui a été, refaite, Ouais. il n'y a pas eu grand-chose, vraiment de là-dessus de rajouter. Tu J'envoie la troisième photo d'ailleurs, c'est peut-être celle-là qui sera la plus intéressante pour nous, n'est-ce pas? justement, on va voir, vas-y, on voit, si on veut ah Voilà. bah, tiens, justement, alors là, on retravaille sur une courbure un petit peu plus encore davantage prononcée Ça, et puis surtout qu'il y a un point important, juste comme ça, je finis Val, comme ça tu pourras transiter juste derrière. C'est que Mercedes a apporté, si vous le voyez juste sur le deuxième aileron à l'endroit où il y a le Petronas, en fait, juste en dessous, cette petite partie noire, en fait, cette partie noire là, pardon, je vais y arriver, et ben en fait, ça permet justement d'assurer, en tout cas entre la jonction, justement, à pas, en tout cas, c'est pour éviter d'abîmer. En fait, en gros, ils ont fait c'est comme une petite bandelette qu'ils ont installée qui permet, euh, de laisser l'air passer justement proprement, en tout cas qu'il n'y ait pas de flux entre guillemets perturbé. Et puis la deuxième chose, c'est pour éviter d'abîmer la partie inférieure. Voilà, donc ok. vas-y Valentin, tu Alors, là-dessus. je voulais te demander, est-ce que cet aileron qu'on voit arrière, ça pourrait être un aileron typé Monza, par exemple, avec le moins d'appui possible? Eh ben, pour être honnête, j'y pense à ça. J'y Ah, pense parce on a qu'en eu la parce même qu'en réflexion. oui, voilà, ben, j'y pense parce qu'en fait, dans ce genre de configuration, les ailerons, comme tu le sais, à Monza, sont vraiment très, très débraqués. Parce qu'on est vraiment au temple de la vitesse. Alors que, par exemple, tu vois, le tout premier aileron que j'ai montré, et bah, celui-là, on le verrait plus, par exemple, pour Monaco. Parce que Monaco, c'est vraiment un circuit où il faut beaucoup d'appui. C'est très, très braqué, les ailerons. C'est vrai, c'est vrai. Alors que, tu vois, un aileron droit serait beaucoup plus approprié. Bon, après, on verra ce que vont faire les écuries. Et puis voilà, peut-être si ça se trouve, il y aura une autre configuration qu'on ne sait pas. On va dire, entre guillemets, la F1 nous réserve toujours de bonnes surprises. C'est vrai, c'est vrai. Alors maintenant, petite transition, on va passer de l'écurie championne du monde des constructeurs à celle qui est deuxième championne du monde des constructeurs. Et on va surtout passer de l'arrière à l'avant de la voiture. Image suivante. La voilà. Ouais, alors, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai pas du tout mis les images dans le bon sens, je suis désolé. Tu peux me montrer la deuxième photo. Ça, c'est parce que justement, ça va être beaucoup plus représentatif. Voilà. Voilà. Alors, Alors cette ailette-là, justement, ça c'est la configuration d'ailette qu'avait amené Red Bull quand ils ont présenté la voiture et ce qu'ils ont notamment utilisé pour les essais hivernaux. Et puis aussi, et puis je vous oublie évidemment le Grand Prix de Bahreïn. Donc dans ce genre de configuration, on l'a vu, l'ailette est beaucoup plus droite, avec et puis avec ce petit aileron qui fait juste une simple incurvation. Et là, Red Bull a, pour le Grand Prix d'Australie, apporté cette nouvelle configuration que tu peux envoyer d'ailleurs, voilà, où ils ont fait une ailette qui est beaucoup plus Ouais, aplanie, en ouais, fait, c'est qui ça. est beaucoup plus Elle est beaucoup plus curvée. Elle est incurvée. curvée. Ouais. Voilà, exactement. Et donc du coup, ils ont fait ça. Alors euh, ça avait l'air de plutôt pas mal marcher. Je pense que quand même, Ils ont quand même pris 6 dixièmes au tour, hein. Faut être honnête, hein. 6 dixièmes et oui, demi oui, par mais tour en ça, course. mais ça se voyait quand même que par rapport à d'autres voitures au-delà de la Ferrari ça se voit que par exemple, comparé à la Mercedes, la Red Bull je la sentais en tout cas beaucoup plus stable, beaucoup plus appuyée
La Je Red sais Bull pas, est toi, toujours. si. La Red Bull, en réalité, quand elle est conçue, quand elle a été conçue toujours par Adrian Newey, on s'en souvient, elle a toujours été une voiture assez stable, sur des rails. C'est notamment ce qui avait permis à Vettel de remporter 4 titres de champion du monde entre 2010 et 2013 notamment. Après, malheureusement, Effectivement. ils n'avaient pas réussi à s'adapter à la réglementation des mais côté moteur de l'hybride en 2014. Mais ça a toujours été une bonne voiture en termes de conception aérodynamique et de châssis. J'ai jamais vu Red Bull se rater. Je Bah sais non, pas si toi, effectivement, je là-dessus. sais pas si toi t'as des souvenirs de Red Bull qui se rataient, mais moi j'en ai pas, en tout cas. Bah, pas à ma connaissance, mais la seule fois où j'ai vu Red Bull en difficulté sur un circuit où normalement c'est réputé pour le châssis, bah, ça a été l'année dernière en 2021, lors du Grand Prix de Hongrie quand, Bottas avait fait son Oui, mais le gros enfin là strike. c'était, ouais, mais Mais là mais là, c'était différent. c'était des circonstances exceptionnelles. Ça veut dire qu'il manquait la moitié d'une voiture en termes d'aérodynamique à Max Verstappen. Donc en même temps, il pouvait pas se battre, le pauvre. Exactement. Non Voilà, mais, exactement. Donc du coup, mais ça moi, à part ça, c'est tout. moi je parle Linkin, excuse-moi, en termes de conception pure. Jamais Red Bull ne s'est raté. Non, non, j'ai pas vu Ils ont on n'a pas toujours vu eu vraiment, Ils ont toujours eu des concepts innovants, parfois qu'elle est à la limite de la légalité technique avec la FIA. Comme toute écurie, on recherche toujours la zone grise dans le règlement technique. C'est toujours ça, hein, ce que les ingénieurs y cherchent. Faudrait qu'on vous en parle un jour de ça, de pourquoi les ingénieurs, de bah, se pourquoi casse les ingénieurs autant la recherchent, tête. voilà, se cassent autant la tête. Parce qu'ils recherchent toujours la zone grise. Et d'ailleurs, tu parlais de Red Bull. Sachez que Guillaume Roquelin, le français qui est chez Red Bull, faisait son dernier Grand Prix sur la passerelle de commandement. Red Bull, il va désormais aller diriger la filière des jeunes pilotes de chez Red Bull. Eh ben, il va remplacer le cher Momo du vieux Marco, là. Alors, je n'ai plus en tête le nom de son remplaçant. C'est un Italien. Je Génial. vais, Pourquoi cet Italien resterait pas chez Alpha ou Ferrari? je vais le chercher. Mais non, mais c'est quelqu'un qui est déjà chez Red Bull et qui prend sa place en tant que Ah, chef des ingénieurs de chez. chez Red Bull. C'est ça. Alors, je cherche son nom, mais voilà. C'est Gianpiero Lampiazzi qui va prendre. Voilà. Euh, il est. Voilà, il va travailler sur le programme junior de l'équipe Red Bull Guillaume Roquelin et Gianpiero. C'est ça, hein, je vous ai dit. Gianpiero Lambiase va lui récupérer, je crois, le rôle de chef des ingénieurs. Voilà. Donc, on lui souhaite en tout cas bon courage pour la filière des jeunes parce qu'il y a des très bons jeunes chez Red Bull, hein, qui tapent à la porte. Ah bah, de toute façon, hein, et puis tu l'as dit, hein, je pense que Red Bull a encore de quoi sortir de sacrés bons pilotes. Bon, après, ils peuvent pas sortir tout le temps que des cracks comme Vettel ou Verstappen ou des Gasly, mais bon, ils ont toujours des pilotes qui sont bons à prendre, hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, et si on rentrait de plein pied dans le week-end, Linkin, ça te dit? Et ben, on s'y lance, hein, Coco. C'est parti. On commence par la première séance libre. Alors, comme dirait l'autre, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Parce qu'il fallait être là à 5 heures du matin pour la première séance d'essai libre. Ouais. Aïe, Et aïe, aïe. ben, alors, Toi, que Linkin, dire? est-ce que tu as pris le temps de les regarder, ces séances d'essai, peut-être avant de partir au boulot, notamment tôt le matin? Alors moi non. Alors bah moi non parce que bah, je t'explique. Les essais ont commencé, je crois, à partir du vendredi, si je dis pas de blague. C'est ça, c'était vendredi à Hum, partir de 5 heures du matin. bah non, à 5 heures du matin, bah moi j'étais dans mon lit en Ouais, train de dormir bien profondément. il pionçait. Bah je pionçais comme un chat. Voilà. Donc, mais honnêtement, certaines fois vraiment on le dit tout le temps, les essais libres sont un peu tout ou rien. C'est soit représentatif, soit ça ne l'est pas. Bah là, on n'a pas le même problème, vous savez, que dans les courses aux Émirats Arabes Unis, où c'est souvent la deuxième séance d'essai libre qui est la plus représentative, que ce soit pour un tour de qualif
ou pour un tour de course, puisque c'est les conditions de la course. Ouais, exact. Mais Mais, alors, ouais, mais Red Bull, alors, Ferrari, Red Bull, c'est bah, c'est par le. contre, en Australie, euh, c'est pas forcément tout le temps vrai. Les conditions étaient tout le temps les mêmes. Ouais. Donc là, en première séance d'essai, vous le voyez, c'est Carlos Sainz qui a terminé devant Charles Leclerc, Perez et Verstappen. Le quatuor ne change pas. Par contre, on remarque un très grand bond au classement des McLaren notamment et un net recul des As. Chemin opposé hein, pour les deux écuries. McLaren qui place ses voitures 5 et 8 et As qui place ses voitures 18 et 20. Comment on explique ça, Linkin, ce regain? Alors, je vais commencer d'abord par McLaren. McLaren, tout d'abord, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ils ont un moteur qui est quand même. Alors, il est pas mauvais, mais il a beaucoup de chemin à rattraper. Pour être très honnête, on le voit bien, le moteur Mercedes n'est pas du tout celui qui est le plus efficace depuis le début de ces 3 courses. Non, c'est même celui qui a la pire vitesse de pointe, Linkin. Voilà, mon grand plus. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que bah, Ricciardo et Norris, bah, ils font avec le matériel qu'ils ont, mais on va dire, ils arrivent quand même à mieux comprendre l'auto déjà. Ils ont vu que quand même sur certains circuits où il fait un peu moins chaud, etc., bah, la McLaren, elle marche un peu mieux. Après, pour ce qui est des As, je Alors, l'avais bien dit que je préférais justement, je l'avais bien dit que je restais vraiment je restais relativement assez mesuré à leur sujet. Et ben j'ai plutôt bien fait parce que quand on voit que le pauvre Mick Schumacher il termine dernier à plus de 4 secondes 5 de Charles Leclerc et que de son côté Kevin Magnussen est 18e, euh, je sais pas, moi j'ai l'impression que ils se sont j'ai l'impression ils ont eu une bonne lancée et que j'ai l'impression qu'ils se sont dit bon ben on va tout stopper au niveau des. Oh la vache, comment je vais dire ça? Au niveau du développement, et puis là que boum, bah voilà, ça tombe. Personnellement, je sais pas, je comprends pas trop. Je comprends pas trop à alors, cela. moi, j'ai peut-être un élément d'explication pour McLaren. On rappelle que la McLaren, aujourd'hui, dans sa conception, elle déteste les circuits avec des virages lents. Elle aime bien des circuits avec des virages à moyenne vitesse ou à haute vitesse. Et l'Australie, c'est un circuit qui est typé McLaren aujourd'hui, qui avantage McLaren parce que regarde, on a supprimé une chicane. C'est devenu une grande courbe à gauche, à droite puis à gauche. D'accord. Le pif-paf, c'est un virage qui se passe en quatrième. T'as peu de virages lents. La plupart des virages peuvent se passer en troisième, sauf peut-être le virage 3, même s'il a été complètement élargi, le virage 3. Donc c'est une piste aujourd'hui qui est un peu grande vitesse entre les murs. D'accord. Donc c'est un circuit typé McLaren qui correspond le mieux à la morphologie, à la typologie de la McLaren. Pour As, par contre, je pense pas que ce soit la faute au développement. Je pense vraiment que les As, elles n'étaient pas dedans. Parce qu'en plus, en course, on le verra, elles ont terminé loin aussi. Donc peut-être que c'est une piste qui leur convient moins. Une piste avec des hautes vitesses. Pourtant, Jeddah, ça s'était pas si mal passé pour Kevin Magnussen. Quand on Exactement. regarde. Voilà. Ça, c'est pour la première séance de ce. Puis pour le reste. Ah si, vous avez certainement vu l'abandon de Sébastien Vettel dans la première séance d'essai libre, problème de moteur. Pour un retour, c'était sympa. Hein. Écoute, tu sais quoi, Val, je préfère garder mes arguments pour faire un bon bilan après la course que plutôt de dire ça maintenant parce que sinon je vais tout lâcher trop vite et puis ça, j'aurai plus rien. Ah ouais. Bah, tu m'excuseras pour ça, hein, mais à mon avis, avec ce que je vais sortir tout à l'heure, là, va falloir sortir quand même des boucliers, hein. Ah Parce que mais là, je t- ça va être déprimant. ah mais je t'excuse parce que le week-end de Aston Martin a juste été affreux du début jusqu'à la fin. C'était une catastrophe totale. Aïe 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 aïe. Tu t'imagines toi? Ouais. Et moi, ce qui me surprend, c'est Tsunoda se permet de devancer Gasly.
alors que c'est pas tout le temps le cas. Donc là-dessus, le japonais, il fait, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal ce qu'il a fait. Une bonne première séance d'essai libre. Ouais, alors il y a eu un. On rappelle, il y a eu un premier drapeau rouge pour un débris. Hein, une voiture qui avait un débris. Et après, il y a eu le drapeau rouge pour Vettel. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc non, non, je me suis refait la première séance d'essai pour bien vous... Enfin, très vite, hein, pour bien vous donner les incidents, ce qui s'est passé. Euh, Voilà, en tout cas, c'est pas drôle. C'est pas très très drôle pour, pour Vettel. On est d'accord, hein? Ah bah, là, je crois qu'il est servi pour un retour, hein. Oh là 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 là. Alors, il paraîtrait d'ailleurs, faut qu'on en reparle aussi, que le test Covid de Vettel pour l'Arabie Saoudite n'était pas forcément si négatif que ça. Je sais pas si tu as lu ou entendu cette rumeur. Non, Est-ce pas que du tu, tout. est-ce que tu penses que Sébastien Vettel a sciemment refusé de courir à Jeddah? Non, 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 j'y crois pas. C'est pas un pilote qui soit du genre à mentir comme ça. On le voit bien. Quand il a jamais cherché à À prétexter, prétexter. pardon. Voilà, il a jamais cherché à faire ça, à prétexter des excuses pour dire oh ben soit je suis mal, soit alors la voiture elle marche pas, tout. Il a jamais dit ça. Voilà, c'était comme ça, c'est rendez-vous à la course prochaine et on Et règle les pourtant, comptes. pourtant, il a certainement pensé plusieurs fois que la voiture était mauvaise. Oui, bien sûr, mais après il a voulu vraiment, il cherche quand même à faire comme une bonne figure. Il sait très bien que si jamais un quadruple champion du monde se permettait quand même un peu d'être assez fort critiqueur envers sa propre équipe, ça pourrait lui jouer des tours. Sachant que quand tu as une écurie qui est tenue par un homme où l'argent coule à flot, pardon, je pense que vaut mieux éviter, hein. D'ailleurs, on Donc, rappelle, il a été arrêté par un problème moteur. En deuxième séance, il n'a pas pu rouler, hein. Sébastien Vettel. On regarde la ouais. deuxième séance d'essai, justement, qui s'est déroulée à 7 à, non, attends, non, à 8 heures du matin, pardon. 8 heures du matin, la deuxième séance d'essai. Fallait être moins matinal pour les deuxièmes séances, la qualif et la course. Ça allait, tu vois. Du coup, Charles Leclerc a remporté la timbale devant Verstappen, Sainz, et puis, une écurie dont on n'a pas parlé, mais qui s'est illustrée en deuxième séance d'essai, c'est Alpine. Alpine qui a bien failli aussi se hisser sur la deuxième ligne au Grand Prix en qualification sans le problème d'Alonso. Alpine, bah, ça y est. Il commence peu à peu à monter en performance. Alors après, il faut vraiment confirmer. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi, j'étais juste en train de me faire un petit instant gorge desséchée. Voilà. Vous comprenez bien. Je te rassure, Julien Febvre a eu le même problème hier soir lors de son live sur Twitch, hein. Oui, ça peut arriver. C'est vrai. Et d'ailleurs, hier soir, Julien Febvre proposait une libre antenne. Ça veut dire que les gens, s'ils remplissaient un formulaire Google Docs, pouvaient venir intervenir dans le débrief de Julien F1. Ouais, et puis ils ont eu le droit de magnifiques t-shirts avec marqué accélère, accélère hein, dessus, hein. Je dis ça, je dis rien. Oh, Je t'assure. j'aurais pas pris le t-shirt, hein, de toute manière. Je l'aurais Non, dit. mais c'était cadeau, hein. C'était cadeau hein, pour eux. Bon, je l'aurais dit, laissez-le à d'autres gens. Moi, j'en veux pas du t-shirt. Accélère, Déjà, accélère. rien que d'être avec vous, c'est mon cadeau, j'aurais dit. Hum, hum. Voilà. Ah bon. Alors, Ça, c'est une autre chose. Donc, parlons de la performance des Alpines. Du coup, je disais Alonso bien placé, qui a failli faire la deuxième ligne en qualification. Une Alpine qui la marche bien. Alors, qui a un moteur peu fiable, c'est vrai, mais qui marche bien sur des circuits rapides. ouais, tout à fait. Bah, les Alpines ont. Alors, moi, je me pose quand même une certaine question.
Je sais pas si toi, Ah, Val, tu la, pourrais et la question. je me demande si le moteur Renault, il est pas peut-être un petit peu, et peut-être pas un peu meilleur sur des circuits plus sinueux. Parce que la Mais preuve, quand on voit 2021, ce qu'a fait Esteban Ocon en Hongrie, c'est pas rien. Le moteur non. Renault, fallait qu'il soit fiable pour arrêter de jouer sur les circonstances de course. Mais Là, le mais moteur, il était fiable justement, il était très fiable justement. En 2021, Renault avait plus fiabilisé son moteur au détriment de la puissance. Cette année, ils ont fait l'inverse. Et ils ont eu la bonne stratégie puisque on pourra retravailler sur les moteurs uniquement pour leur apporter des améliorations de fiabilité. On ne peut plus toucher à la performance des moteurs, les moteurs sont gelés jusqu'en 2026. Tu t'en souviens, Linkin? Donc oui, cette oui, année, parce que ils ont c'est nouveau, ouais. cette année, ça faisait peut-être partie de Elle plane, hein, on le sait pas. Hein. Mettre un moteur plus puissant et moins fiable, quitte à ce qu'il casse. Elle Oui, plane en c'est pas, marche. c'est pas complètement faux. Bon, après, faut vraiment, bah, faut concrétiser maintenant. On va dire, faut continuer à confirmer dans la régularité. Ouais, il faut continuer. Il faut y arriver. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon. Ça, c'était pour la deuxième séance d'essai. Sinon, rien d'autre à signaler. Hein. Les Ferrari Euh, en rythme. Si tu voulais. Alors, on re-regarde le classement une fois. Vettel 0 tour puisqu'il n'a pas pu rouler à cause de son problème détecté en première séance d'essai. On a toujours des As aussi mal placés et des McLaren toujours aussi bien placés, encore que 8e pour Norris, 10e pour Ricardo. alors, c'était quoi? C'était pas en essai libre 2 ou 3 qu'il y a eu le premier karma là? En essai libre 3, les deux voitures se sont crashées. Bon, bah ok. Bon bah j'avais un doute, donc merci Valentin. Non, on va en reparler de ça parce que ça c'est très marrant. Euh, Par contre, Mercedes c'est toujours autant le chemin de croix hein, dans ses essais libres. Hein. À 1 seconde de 2 et 1 seconde 5 des Ferrari. Et en rythme de course, Ouais. c'était pire. Parce que on va reparler aussi des écarts à la fin du Grand Prix. Ça a été largement lissé par le fait qu'il y a eu deux safety cars et une VSC en réalité. Exactement, exactement. Et pourtant, à cause de ça, il y a quand même des pilotes qui se sont retrouvés à un tour hein, à la fin. Oui. Ouais, ouais. Ouais, Je vous faudrait dirai, que je revoie. je vous dirai après qui c'est. Bon, en tout Ok. cas, Linkin, on passe à la troisième séance d'essai, celle qui se déroulait le samedi matin à 5 h du matin, heure française. Et, surprise, regardez qui a pris la tête de cette séance. Une McLaren, celle de Lando Norris. Donc, Ben, incroyable. Norris, ouais. Ben, Norris, ah, je trouve que, je sais pas pourquoi, mais je veux pas lui taper dessus, hein. Mais il montre toujours le potentiel de la McLaren. Alors ça, il y a pas de problème, mais je trouve qu'il se dévoile trop. Il se dévoile même un peu trop vite. Et ça, malheureusement, c'est un peu dommage. Je trouve qu'il devrait davantage cacher un peu son jeu. Ah bon, tu trouves? Ouais, je pense. Que s'il se dévoile trop vite, tu sais, il peut tout à fait se dire, ouais, ça y est, mon moteur il marche bien, nanani, nanana. Mais à un moment donné, il pourrait tomber sur un problème de fiabilité qui peut lui pendre sous le nez. Et malheureusement, c'est ce qu'il n'a pas envie et ce qu'on n'a pas envie de voir non plus. Que Ferrari a un moteur qui casse? Red Bull Non, rêve que. non, non, pas que que ce soit le moteur Ferrari qui casse, mais que son propre moteur à Norris, le moteur Mercedes, Ah, le moteur soit. Mercedes. Pardon, Ah oui, excuse-moi. Non, mais le moteur Mercedes, je pense qu'il cassera pas. Je dis ça, mais si ça se trouve, à la prochaine course, Karma, il casse. Tu vois ce que je veux te dire? Je vais leur touchons du porter, bois. je vais leur porter la poisse à McLaren, sérieusement, sans déconner. Non, non, quand même, on va quand même pas leur jeter la Eh, pierre comme tu ça sais parce quoi? que. On touche du bois. Voilà, je Oui, bah, touche. c'est ce que j'ai fait, mais de toute façon, Tu... on va pas trop quand même leur jeter la pierre parce qu'ils ont quand même eu une victoire l'année dernière à Monza. Ouais, Chose, un doublé oui, à Monza.
Voilà. Donc là-dessus, je pense que c'est pas mal. Hein. Mais On- on connaît les circonstances dans lesquelles ils ont fait se doubler aussi. On reviendra pas dessus. Hein. Mais on en va tout cas, c'est clair. revenons quand même sur le fiasco des Aston Martin en essai libre 3. Sortie de piste, crash pour Sébastien Vettel. Mm. Et crash aussi pour Lance Stroll. Hein. Dans le nouveau virage à droite après le pif-paf, vous savez, où il a été ouvert complètement et c'est devenu un angle droit maintenant ce virage. Et ben c'est là qu'il a tapé. Sous virage et hop, dans la barrière. Il y en a un qui a dû Alors, rigoler quand il a vu ça. C'est notre Canadien préféré, Jacques Villeneuve. Il s'est dit franchement, quand il pense qu'à la TV Estral, ils veulent devenir champion du monde. Franchement, tabernacle. alors, bon bah écoute Val, Allez, tu m'as, le problème là, c'est que tu m'as chauffé rouge et ça m'oblige à sortir tout de suite la sulfateuse là, parce que là, allez, bordel, vas-y, sors tout. T'as le droit. Je ouais, t'autorise. là, comme le dit Cyril, la découpe, le bazooka, la sulfateuse. Bon, alors, et Vas-y. même l'église au centre du village. Oh, Je l'oublie pas. mercredi, j'ai réveillé le Cyril qui sommeillait en Linkin. Vas-y, Linkin. Alors, alors, comme le disait Franck Montagny, si ça continue, ces deux-là, va falloir les envoyer en Formule 4, hein, ou qu'ils aillent jouer au bac à sable. Hein. Parce que là, Alors, comment. on rappelle que Montagnier dit ça en qualification après le crash entre les deux. Mais moi, je veux qu'on revienne spécifiquement sur ce qui s'est passé en troisième séance d'essai avec Ouais. les deux Aston. Alors, Vettel, c'est son premier Grand Prix avec l'Aston Martin là, pour 2022, Oui, comme il avec avait été Aston touché par Martin le Covid. 2022. Bon, et ben je peux te dire qu'il bah, il a compris qu'il y avait, hey, il fallait tout revoir parce que la Et qu'on voiture, surtout elle est regrettait. complètement, oui, mais la voiture, elle est complètement ratée. Elle est complètement ratée, l'Aston Martin. Faut voir les choses comme elles sont. Hein. C'est vraiment ça. Oh, excusez-moi, je vais faire ça pour la blague, mais on se demande même si c'est pas Lawrence Stroll qui a construit la voiture, sans déconner. Ouais, certaines fois, il y a de quoi se poser, certaines fois, on peut se poser des questions, effectivement. Mais honnêtement, sérieusement, est-ce que, oui, je vais te poser une question un peu conne, mais Mais est-ce que vas-y. Vettel, est-ce que Vettel va pas réveiller le Loda qui sommeille en lui? Ah, Parce c'est-à-dire, que est-ce que tu peux bah, préciser ta question? tu te souviens de ce que disait Loda à propos de Ferrari quand il euh, était sur c'est une euh, Bose. J'arrive pas à croire qu'avec de tels moyens, vous ayez une bagnole aussi merdique. T'as un tas de bout. C'est pas possible. D'ailleurs, ça lui avait pas, ces déclarations, ça lui avait pas coûté sa place chez Ferrari. Non, ça c'est Prost. Ah, pardon, excuse-moi. C'était Prost en 90 qui avait insulté la voiture, comme quoi il disait qu'elle elle roulait comme un camion. Voilà. Ouais, donc, Donc ok. c'est autre chose. Et tu penses que Vettel en disant c'est une Bose, il va réveiller Aston Martin? Tu penses Non, réellement? il va plutôt réveiller le Loda qui sommeille en lui, hein, parce que, excuse-moi, à sa place, je l'aurais fait. Hein. Parce que, oh là 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 là, là, mais le pauvre Sébastien. Nous qu'on croyait en lui depuis un moment quand même, hein, qui était capable à l'époque avec Ferrari d'aller concurrencer Lewis Hamilton et tout, Il et a puis eu que là l'occasion. oui, c'est clair. Il, Mais le problème c'est quand tu vois comment a été Ferrari plus le max de pression qu'il a subi de la part de la Gazzetta, des tifosi et tout, et tu rajoutes alors ouais, ce qui l'a mis complètement, on va dire complètement en déservitude, hein, c'est le cas. Mais le pauvre, j'ai envie de dire, je pense il a deux doigts de claquer la porte, c'est pas possible. Comment on peut avoir une voiture aussi pourrie, même en 2020, où il fait le pire classement depuis qu'il est en F1, il se dit même la Ferrari a marché mieux que ça. C'est pas possible autrement. Là, il se retrouve tu avec une penses vraiment voiture. qu'il pourrait quitter le navire à la mi-saison, par exemple, après l'Hongrie, dire ok les gars, vous êtes incapable de me fournir une voiture qui marche, je me cache, je prends ma retraite. Je dirais pas qu'il irait quand même jusqu'à quitter Aston quand même en cours de saison parce que là, il y a quand même il y a quand même de l'argent derrière.
au niveau des contrats, c'est quand même pas des contrats à Oh, 5 euros t'inquiète hein, pas, qu'il y a là-dedans. C'est des... Lawrence Stroll, le papa de Stroll, il va combler le déficit, t'inquiète pas. Il en a de l'argent, lui. Oui, oui, mais bon, à un moment donné, je sais pas moi, le Vettel, Vettel, il a envie de, c'est sûr, hein, il a envie de bien faire. Il a envie de prouver que Aston Martin est capable de remonter au niveau. Mais là, je suis désolé, va falloir faire comme McLaren l'a fait en 2004. C'est-à-dire que je vais faire un rappel assez concis. À l'époque, McLaren avait dès le début de la saison 2004 une voiture qui était vraiment, mais vraiment pourrie. C'était le cas. Et quand ils sont arrivés à la mi-saison avec à peu près ce même type de voiture, mais sauf une version B et qui était beaucoup plus fiable. Alors à l'époque, on Ouais, pouvait se permettre de faire mais ça. Là aujourd'hui, on peut plus. aujourd'hui, on peut plus le permettre. C'est ce que j'allais te dire. On peut plus le Ben oui. permettre. D'abord parce que, un, il y a les budgets capés, notamment. Et construire une Voilà, voiture, ça coûte de l'argent. voilà. Et ça demande du temps. Et du temps, les écuries n'en ont pas forcément. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en 2004, il y avait les essais privés, il y avait les troisièmes pilotes qui pouvaient donner leur avis, il y avait tout ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça Ouais. n'existe plus. Ouais, c'est ça. Donc du coup, le problème, c'est que bah, Vettel, il se retrouve avec une voiture qui était vraiment pas sur cette course, qui a pas du tout été performante. Hein. C'est clairement les choses. Et alors, Alors, on je repart sais du cas. pas. Alors, reparlons du cas Aston Martin et du cas Vettel. Euh, Comment dire Reparlons du cas Aston Martin-Vettel en se disant que, rappelez-vous, il a pris une amende en première séance d'essai libre, en fin de première séance d'essai libre, pour être rentré en scooter. Alors, moi, je voudrais quand même dire quelque chose. Euh, D'abord, je voudrais passer une consigne aux conducteurs de deux roues. Ne faites surtout pas ce qu'a fait Vettel. Mettez bien vos casques, vos équipements de sécurité. Gardez bien les deux mains sur le guidon aussi. C'est très important. Voilà, ça c'est une première chose. Euh, voilà. Tu voulais peut-être dire quelque chose à ce propos, Linkin, s'il te plaît. Vettel en scooter, bon, moi, il y a rien aujourd'hui, il y a plus rien qui me surprend. Hein. Quand tu vois que, bon, pratiquement beaucoup de pilotes hein, maintenant se font ramener au stand en scooter. Bon, bah c'est comme ça, mais voilà. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il a pris plus de plaisir à être sur un scooter que dans sa propre Aston Martin. Hein. Alors, ça, bien sûr, je dis pas que c'est pas le cas. Hein. Mais surtout, ne faites pas ce qu'a fait Vettel. Je vous en supplie. Voilà. Oui, oui, non, mais non, 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 ah oui, non, mais bien sûr, tu fais bien de passer le message, mais voilà, pour être réaliste. Hein. Et alors après, on parle pas du Castrol parce qu'alors là, le Castrol, c'est encore pire que ça pour moi. C'est encore pire que Vettel. Hein. C'est vrai. Mais si tu veux, on va en reparler en qualification parce qu'on va reparler justement en qualification. Justement, on arrive à peu près à la moitié de notre débrief. Linkin, c'est très bien puisqu'on va passer aux qualifications et notamment, on va regarder la grille de départ parce qu'on n'a pas le résultat de la qualification lui-même. Mais la grille de départ ressemble à peu près à ça, sachant que je vous rappelle qu'Albon a été disqualifié de la séance. Problème d'essence dans la voiture d'Albon. Ils n'ont pas pu prélever, vous savez, le litre d'essence pour l'analyse. Bah Donc, comme Vettel hein, en Hongrie. voilà, disqualifié. Et donc, Stroll et Latifi se sont rentrés dedans en première séance de qualification. Incroyable quand même. Moi, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais, et bah écoute, hein, qu'est-ce qu'on fait? On sort tout de suite le mortier ou est-ce que on calme? Allez, vas-y, je le sors avec toi, je te prépare les munitions. C'est parti. C'est bon, c'est armé, tu peux y aller. Bon, alors comment on va dire ça? Eh ben, je suis très clairement choqué. Franchement, mais voire même scandalisé de ce genre de choses, de situation. Là, je vais être quand même beaucoup plus brutal que par rapport à ce qu'a dit Franck Montagny, mais très clairement, mais mon Dieu, mais quelle image qu'on est en train de montrer à des millions de téléspectateurs et des millions de spectateurs qui étaient présents sur le circuit. C'est quoi ça? Ils étaient 450 000 à Melbourne. C'est d'ailleurs un Oui, record bon, d'affluence pour la F1. oui, mais en comptant les téléspectateurs, Oui, tu prends en non, compte et puis tous les pas que. jeunes. Et puis,
Oui, et puis je pense aussi, peut-être que tu l'exprimes pas très très bien dans ta pensée, mais tu penses aussi aux jeunes qui font du karting actuellement et qui s'inspirent de ces pilotes, de ces 20 meilleurs pilotes du monde. Ouais, mais c'est quoi ça? Honnêtement et sérieusement, c'est quoi ça? C'est quoi ces réactions de gamins? Là, se taper dedans comme ça, mais là, mais je pense que là, l'église au centre du village, elle est vraiment très clairement bien remise, hein. Non, Parce que excuse-moi, je rigole parce que je me revois à la scène du crash quand même. Tu te... ouais, ouais, bah, ouais, bah, écoute, hein, vaut mieux en rire parce que Entre guillemets, mieux vaut en rire, c'est un gag. On aurait pu mettre ce crash avec la musique, tu sais, de Benny Hill, tu sais, parce que non, c'est vraiment ça. non, mais là, non, mais là, très clairement, non, mais franchement, mais quand on voit ça, mais quand on voit ça, c'est extraordinaire. Non, mais Bah, honnêtement, sérieusement, est-ce que pour moi, tu vois le coup justement, et c'est là que pour moi c'est plus grave. C'est que tu vois la pénalité qu'a reçu Stroll à ce sujet. 3 places de pénalité et 2 points sur sa super licence. On rappelle que ça fait un total Voilà, de 7 points déjà retirés sur les 12 qu'il a. Ça veut dire qu'il lui reste plus que 5 points quand même, hein. C'est un peu la loose. voilà. Ouais, et ben pour moi, excuse-moi, la sanction aurait dû être beaucoup plus sévère que ça. C'est-à-dire, tu pensais à quoi? Parce que au-delà, ça pouvait être 5 places de pénalité sur la grille, mais il En serait bas, quand en même, bas, mais il en serait bas, quand même, moi, il serait, pardon, excuse-moi, il serait quand même parti 19e puisqu'Albon était disqualifié, ce qui est la plus lourde sanction qu'on peut donner après une séance de qualification. C'est la disqualification. ah, bah tu parles de disqualification. Moi, pour moi, j'aurais fait comme Grosjean. C'est-à-dire que Grosjean, lui, il y a longtemps, bon, c'était pour un gros crash qu'il avait commis. Mais je suis désolé, il avait écopé d'une course de suspension. Et on rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas le permis à points, d'ailleurs, de la FIA. Il a été Voilà, mis en place en 2014, ce permis à points. Souvenons-nous. voilà. Et ben exactement. Mais moi, Stroll, je lui ai remis une course de suspension, hein. Parce que ce Ah, genre à tous les d'action, deux c'est à, tout- gravissime. à tous les deux? Non, Ou j'ai dit Stroll. Castrol? Bah Stroll. Castrol. Bah attends, mais t'as vu comment il joue ce rabat? Attends, c'est comme si on a l'impression ils se font le côte-côte et puis que Stroll le dit, ah bah, écoute, tiens frérot, je t'envoie dans le mur. Non mais attends, c'est quoi ça? Non, non, ça, c'est vraiment n'importe quoi. Mais Non, c'est, non, je t'ai mais, plus. La cour est pleine du côté de Linkin. Non, je t'ai plus. C'est fini. mais oui, mais alors je sais que je rabâche sur des petits mots et des choses comme ça. Non mais, il faut voir très clairement les choses en face. Ça, c'est de la pure dangerosité. Voilà. On est en F1. Ces engins vont à plus de 360 km/h. Voilà. Mais là, non, je suis désolé. Ça, c'est inconcevable. C'est vraiment impardonnable. Non, mais je comprends ton ressenti. Et comme je vous ai dit, j'en ris, mais j'en ris jaune. Parce qu'effectivement, je suis à peu près du même avis que Franck Montagny. Il l'a très bien dit, c'est des pilotes qui, pour arriver en F1, ont usé de l'argent. C'est des pilotes payants. C'est un peu comme Pérez. Pérez est un pilote payant, quoi qu'on en dise, puisque son sponsor apporte énormément d'argent. Mazepin était un pilote payant. Son papa était l'un des sponsors principaux et l'entreprise russe Uralkali Uralki était un des sponsors principaux. Donc voilà. Mais même en Formule 2, je suis sûr qu'on les accepterait pas avec ce qu'ils ont fait. C'est pour te dire. Ouais, Donc voilà. mais attends, t'imagines si ce genre de situation ça arrivait avec les Piastri, les Pourchères, les Novalak, etc. Non mais non mais là on ferait une Ça, bérésina totale. impossible parce que Piastri n'est plus en F2 et puis Clément et Théo se respectent trop pour se jeter dehors. Oui, mais attention, j'ai cité que ces trois-là dans la globalité. Ouais, non, non, Mais mais je ça peut sais. tout à, mais ça peut tout à fait arriver avec d'autres, hein, avec Schwarzman, Non, avec Schwarzman, il y est plus. merde. Bon, alors voilà, mais imagine que ça arrive en F1 imagine que ça arrive ce genre de situation avec les prochaines fois en F1. Mais non, Non? mais je comprends ce que tu veux dire, Linkin, mais il n'y a pas de mots pour décrire cette situation ridicule. Ridicule en soi. C'est ridicule, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais ce qu'on dit, le ridicule ne tue pas, sinon on serait tous déjà morts au moins une fois, hein, si le ridicule tuait vraiment.
Ouais, Voilà. bah là, excuse-moi, ça, j'appelle pas trop ça du ridicule, hein. Tu sais, ça, j'appelle ça de l'hyper-honte. De Oh là, l'hyper-honte, j'appelle de ça. l'hyper honte. Eh ben, tu sais quoi? T'as inventé un nouveau mot. On va le proposer au petit Robert dans le dictionnaire. Hyper honte. Ouais, c'est la honte, mais sauf en décuplé. C'est tout simple. C'est ça. C'est ça. Alors, la grille de départ, somme toute assez classique, même avec des As qu'on retrouve à des niveaux pas habituels, pas des standards de début de saison. Euh, des McLaren assez hauts, ce qui confirmait les essais libres, des Mercedes en embuscade, des Alpines plutôt bien placées et un Sainz qui a complètement raté sa qualification. Ouais. 9e simplement et s'est allé de mal en pis pendant la course. On regarde la course, cher ami. Eh ben, c'est parti! Alors, on a les 10 premiers au final. Alors, moi d'abord, et si vous nous avez suivis sur Instagram, sachez que sur Instagram, sur l'Instagram The Débrief, on fait toujours des débriefs à chaud des Grands Prix. On en a fait un pour l'Australie, c'était dimanche à 11h30. Voilà, donc suivez notre Instagram hein, si vous voulez venir participer avec nous. Au moins, c'est des directs qui ne bug pas. Voilà, ça c'est au moins une chose. Déjà, c'est pas mal. Hein. Et du coup, là, vous avez les 10 premiers. Et moi, je voulais souligner la performance, la magnifique performance d'Alexander Albon, le pilote Williams, parti 20e en étant disqualifié de la séance de qualification. Bon, certes, il termine à 1 minute 19 du leader, Charles Leclerc, mais c'est pas tant ça, sa performance. Sa performance, c'est d'avoir tenu quasiment l'intégralité d'un Grand Prix sur des pneus durs en allant aussi vite que des gens qui étaient en pneus neufs ou très peu usés. Linkin. Ah, bah dis donc, je crois que j'ai jamais vu ça. Franchement, tu vas peut-être Alors, être choqué, c'est mais très j'ai jamais. rare. Moi, surtout, j'ai cru à un moment donné qu'ils allaient oublier de l'arrêter chez Williams. Parce que du coup, je me suis mis à chercher dans le règlement sportif la pénalité qu'il aurait eu si jamais il s'était pas arrêté au stand. Mais je ne l'ai pas trouvé. Non, mais honnêtement, Albon, il a fait une très très bonne course. Là, c'est. Alors, ok, il ne ramène qu'un point, mais vraiment, vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. Comment il a su économiser ses pneus? Je dirais que c'est peut-être l'un des pilotes là sur le plateau, cette année, qui sait le mieux économiser sa gomme. Il À aurait pu, savoir une, à il aurait savoir pu une en chose quand rapporter même. 6 hein, si, s'il n'avait pas eu à faire un changement de pneu. Ouais, mais très clairement, ça se voit. Mais en même temps, Melbourne, il faut quand même prendre un cas de figure important, c'est que Melbourne n'est pas tant un circuit où les pneus s'usent le plus vite. Et pourtant, beaucoup de pilotes ont eu un phénomène de graining, notamment sur le pneu médium. Hein. Ouais, graining et blistering aussi. Parce que Non, Verstappen était lui. que graining, pas blistering, que graining. Ah, justement, si tu réécoutes le Grand Prix, alors je sais plus, je crois que c'est Verstappen. Il avait justement une Il a parlé partie, de blistering parce que moi j'ai ouais, souvent en entendu radio. parler de graining, ça veut dire la gomme qui se peluche sur elle-même et du coup qui adhère de moins en moins. Mais parce qu'on rappelle hein, le phénomène de blistering, c'est ce phénomène, c'est des cloques qui se forment sur le pneu et qui éclatent. D'accord. Là, clairement, c'était le peluchage du pneu sur lui-même, Ah oui, justement. ouais, ouais, mais bon, bah, moi en tout cas, quand j'ai revu le Grand Prix via le replay, via mon cher Ibob sur YouTube, d'ailleurs, je vous mettrai justement son YouTube là pour que vous puissiez accéder à son lien où vous pourrez revoir aussi les Grands Prix de Canal+. C'est franchement super parce que comme ça permet un petit peu de se remettre vraiment dans le contexte. Et en plus, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et donc, du coup, et bah, pour en revenir très clairement ces histoires de gomme, et bah, franchement, il y a quand même vraiment quelque chose de bizarre. Comment ça se fait, là, qu'avec des médiums en Australie
les médiums ont été 10 fois meilleurs, alors que là, sur ce circuit, qui est pourtant réputé pour pas trop user, et ben il y a eu plus de difficultés. C'est flagrant en fait. Oh, je sais pas, je t'avoue que je sais pas. Rappelons qu'au niveau des pneus, Pirelli avait fait un saut de gamme entre le médium et le tendre. Il y avait deux crans de tendreté entre le cran. Je vais la refaire. Il y avait deux crans de tendreté entre le médium et le pneu tendre. Le pneu tendre était un pneu C5, c'est-à-dire le plus tendre de chez Pirelli, et le pneu médium était un pneu C3. Le pneu dur était un pneu C2. D'accord. Bon, bon, bah, c'est encore compliqué, hein. Ça se voit, alors, ça se voit encore que c'est encore compliqué à comprendre les gammes, hein, chez Pirelli. On ne sait pas à chaque fois quelle gamme est beaucoup plus appropriée, hein. On se retrouve certaines fois dans des situations où Bah, le ça. problème, c'est que le graining, ça peut arriver. Et moi, ce que je soulignais dans la performance d'Albon, c'est d'abord les 57 tours à un rythme constant. Il était même à un moment donné, il était même plus vite qu'Esteban Ocon derrière lui, qui était huitième et qui a terminé 7 Esteban Ocon. Donc ça, c'est une sacrée performance. Ensuite, il faut souligner la performance des Mercedes une nouvelle fois. Elles partaient 5 et 6 sur la grille. Elles finissent 3 et 4 avec le deuxième podium en F1 de George Russell après Spa 2021 où il termine deuxième. Il a terminé troisième du Grand Prix devant Lewis Hamilton qui était en proie à des problèmes de surchauffe de son moteur Mercedes quand même. C'est assez dingue. Bon, comment dire? Comment dire? Alors, Russell, bon, pas, je suis plus trop ici, je suis plus trop étonné de lui maintenant. Bah, pour la simple bonne raison que pour moi, il a fait ses preuves Ouais. quand même, hein. Quand on voit ce qu'il réalisait avec la Williams et puis ce Linkin, qu'il a montré avec la Mercedes, bon. Linkin, avant de te laisser continuer ton raisonnement, j'ai oublié de vous préciser une chose. C'est qu'il a profité de la deuxième safety car pour faire son arrêt au stand. C'est comme ça qu'il a gagné la troisième place. Mm, exact. Mais là, Russell, pour en revenir, il reste quand même impressionnant. Ça se voit. On est vraiment dans une. Il a pris de plus en plus ses aises. Il a vraiment, voilà, on le voit, il continue d'en apprendre. Déjà, c'est vachement important. Un pilote, ça ne cesse jamais d'apprendre, hein, entre guillemets. Hein, dès qu'il est lancé sur une bonne voie, il s'arrête plus. Et là, Russell en fait partie. On le voit que ça y est, il commence, il est jamais trop loin d'Hamilton en temps normal. Là, il s'est permis de le devancer parce que bon, Hamilton, il a encore connu de mauvaises conditions au niveau de la course. Mais Russell, lui, bientôt, si la Mercedes continue de bien marcher, Alors, vous le savez si vous suivez. c'est pas étonnant qu'il pourra aller chercher, pourquoi pas une victoire bientôt, hein. Alors, vous le savez si vous nous suivez très régulièrement sur The Débrief, si vous nous suiviez l'an dernier et l'an d'avant, moi, Russell est un des pilotes que j'adore voir rouler. Souvenez-vous, j'étais très déçu à Sakir en 2020 qu'il n'ait pas gagné parce qu'il méritait absolument de gagner cette course. Il l'avait mené de bout en bout, avait fait un dépassement spectaculaire sur Valtteri Bottas, on s'en souvient tous. La honte pour Bottas de Jacques Villeneuve. Voilà. Russell est à l'étoffe d'un futur grand. Alors, c'est pas forcément le futur Hamilton, hein, il ira peut-être pas jusqu'à gagner 7 titres de champion du monde. On lui souhaite au moins déjà d'en gagner un, comme Verstappen. Mais il a l'étoffe d'un grand champion. Et de toute façon, il est le calibre d'un Gasly, et voilà, hein, par exemple. Alors, alors abordons quand même, Linkin, l'effet de course. D'abord, deuxième tour, la sortie de piste de Carlos Sainz, qui a complètement raté son départ avec les pneus médiums. Rien n'allait ce week-end, hein, pour le pilote espagnol. Bah, Neuvième place sur pourtant, la grille. ouais, Vas-y, c'est ça. Linkin. Neuvième du Deux- classique. 9e place, 14e après.
Bon, alors comment dire? Le problème, c'est que, il avait pourtant bien démarré, hein, parce que c'était il avait fait premier des EL1 C'est ça. et bah, je sais pas, est-ce qu'on lui a collé trop de pression? Est-ce qu'il a pas été à l'aise, avec sa voiture durant, le reste du week-end, au-delà de la EL1? Honnêtement, on sent que aussi, peut-être, que Ferrari a commencé à un petit peu à le freiner en disant: «Attends, écoute, OK, tu as fait de bonnes performances, tu as devancé Charles l'année dernière, mais à savoir que Charles est quand même aussi notre pilote numéro un. Peut-être, si ça se trouve, ils l'ont quand même un petit peu, calé, ils l'ont un peu coupé dans son élan pour, c'est pas dire: «Écoute Coco, faut que tu assures, quoi». Alors, Alors est-ce que c'est ce genre de situation qui a pu, lui constamment lui coller à la tête et que ça lui fait faire des boulettes? C'est non, possible. je Mmh. pense pas, Linkin, je pense pas. Senna est présent depuis assez longtemps en Formule 1 et chez McLaren, c'était pareil. On a toujours privilégié Lando devant Carlos. Toujours. C'était la jeune pépite, c'était le jeune chouchou. D'accord. Donc ça, il sait gérer Carlos. Par contre, il faut savoir qu'il a changé de volant entre les qualifications et la course et qu'apparemment, ça pourrait être la cause du départ raté. Euh, Ça pourrait être la cause du départ raté et du tête à queue, du coup. Bah, de toute façon, c'est qu'il faut se dire une chose et ça, je vais remonter à 2008, hem et c'était, tu te rappelles, lors de la première victoire de Vettel. Si tu te souviens, À Monza. voilà, si tu te souviens, le coéquipier de Vettel à cette époque, c'était Sébastien Bourdais. Bourdais. Voilà, Sébastien exactement. Bourdais. Voilà, et bah lui, le gros problème, il avait eu un souci de volant. Il avait dû le changer, mais malheureusement, quand il a changé son volant, il avait pas toutes ses cartographies. Alors, est-ce que l'ami Carlos, il aurait connu aussi ce même problème du fait, comme ça lui a pas permis de pouvoir prendre un départ comme il le souhaitait, et C'est ça puis en de fait, 2. c'est exactement ça. Il a changé de volant entre la qualif et la course et il suffit que le volant n'était pas calibré, que les cartographies étaient mal mises, que Ferrari n'ait pas pris le temps de bien repréparer et reconfigurer le volant de Carlos et ça fait ça malheureusement. Voilà, donc du coup, bah, malheureusement. Mais je crois pas que ce soit une forme qu'ils aient fait ça exprès pour mettre Charles en avant. Je le crois pas. Je pense que c'est simplement une erreur humaine. C'est comme quand Charles ne prend pas le départ de Monaco à cause d'un arbre de transmission. Ils ont changé celui qui était accidenté mais pas l'autre. Ils pouvaient pas savoir mécaniquement que la voiture était pas fiable côté gauche, dans l'arbre de transmission gauche, arrière gauche. Sinon, ils Ouais, l'auraient bah changé. bah, oui, voilà. Et de toute façon, j'ai envie de dire que là, mais attention, il faut quand même prendre en compte quelque chose d'important. OK, Ferrari gagne grâce à Charles Leclerc et puis il ramène, 26 points, en Italie. Faut prendre en compte. Mais Ouais, mais il y a sans que 26 sans, points. voilà, il y a que 26 points. Mais on aurait eu les points de Carlos en plus. Là, Ferrari faisait le meilleur jackpot parce que, Bah, en l'occurrence, c'est surtout que Merc il allait vite remonter, notamment avec la safety car de Vettel. beh, ouais, ouais, c'est ça. Et malheureusement, il faut pas surtout que Ferrari se permette de constamment répéter ce genre d'erreur parce que sinon ça pourrait tout à fait leur coûter leur titre, hein, le titre, hein, et cetera. Déjà que là, ils sont sur une bonne lancée, quand même avec 2 victoires sur 3. Mais maintenant, il faut pas se permettre de commettre, de faire trop d'erreurs. Parce que sinon, c'est ce qui pourra leur coûter le titre. Bah oui, j'imagine bien. Bon, ça c'était pour Ferrari. Parlons maintenant de la fiabilité chez Red Bull, qui a encore posé problème, notamment pour Max Verstappen, deuxième abandon en trois grands prix pour le pilote au numéro un. Ça lui porte un peu malheur quand même le numéro un en ce début de saison, hein. Écoute, Val, là-dessus, je vais apporter quand même une certaine mesure. Voilà. Pour la simple bonne raison qu'en fait, Red Bull, c'est leur première année en tant que motoriste, entre guillemets, attends, comment je vais t'expliquer? En tant que propre motoriste. Voilà.
Faut savoir que même si Honda a quand même, il y a quand même de l'appui du côté d'Honda, c'est quand même Red Bull qui continue, là, qui a fait les moteurs. Donc là-dessus, malheureusement, il faut prendre en compte une chose qui est quand même importante, c'est que ça va pas se développer, un propre moteur ne se développe pas en une saison. Pourtant, Il ils ont faut que l'appui de Honda, hein. C'est un oui, moteur, c'est un moteur tagué Red Bull Powertrain, d'accord. voilà, Mais il est quand même enfin, c'est quand même un Honda. Ça reste un Honda. C'est un petit peu comme quand Jordan avait le moteur Honda, c'était un Mugen, par exemple. voilà, bah, c'est ça, hein. Ou Mais quand, bon, il par faut exemple, Arrows avait le moteur Peugeot, on l'appelait Asiatech, le moteur. mmh mh. Mais, le véritable mais après, je l'ai dit, le véritable problème, c'est qu'il faut, leur laisser du temps. Alors malheureusement, le temps, ça peut leur coûter cher, hein, parce que quand même 2 abandons en 3 courses. Alors même si Sergio, Bah, ça fait il fait, ça fait un 52-0 à l'avantage de Leclerc. ouais, voilà. Mais il faut dire qu'une chose quand même importante, c'est, même si Sergio, il assure les points, en tout cas pour compenser, la perte par rapport à Verstappen, c'est quand même compliqué, hein. Ils sont pas forcément gagnants dans la balance. Ferrari, ils sont pas, même malgré la victoire de Leclerc, ils sont pas complètement gagnants non plus. Mercedes, Mercedes, même si c'est eux qui ont ramené le plus de points, voilà. Il y a une chose qui est quand même importante aussi à évoquer, c'est, tu parlais de la fiabilité du moteur, mais il y a surtout une chose qui est quand même importante, c'est que depuis que Mercedes a perdu Niki Lauda, c'est plus compliqué. Ça se voit. Parce que tu te rappelles de comment ça fonctionnait avec Loda ou pas? Non, vas-y, raconte. Alors, je m'explique. Je vais faire quelque chose de concis et relativement simple pour que tout le monde puisse comprendre. À l'époque, Niki Loda était le président non exécutif de l'écurie Mercedes. Mais c'était quand même, Ah, à l'époque, à la base, c'était quand même un triple champion du monde de Formule 1 c'est et qui s'est vrai. bataillé notamment avec James Hunt entre McLaren et Ferrari. Il a été champion du monde en plus avec McLaren en 84 et double champion du monde avec Ferrari 75 et 77. Mhm. Mais à savoir que lui, il avait quand même la capacité à comprendre un nouveau règlement et de savoir comment le faire fonctionner sur une voiture. Il avait l'analyse très rapidement et il savait apporter aux mécaniciens ce qu'il fallait faire. Depuis qu'il est décédé, et ben en fait, on n'a plus du tout, les mécanos de chez Mercedes n'ont plus du tout cette même notion. Ils n'ont plus du tout la compréhension de l'ODA. Ça veut dire qu'en gros, Pourtant, ça n'empêche pas l'écurie Mercedes d'avoir des très bons résultats et d'avoir enquillé 8 titres de champion du monde et même d'avoir enquillé des titres de champion du monde constructeur après le décès de Niki. alors, justement, il va falloir qu'on scinde les choses en deux. Alors, vite Quand à fait, nous l'époque, dites, parce que là, c'est vrai qu'on s'éloigne oui, un peu de notre oui, oui, sujet. oui, 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 mais alors justement, je t'explique. À l'époque, quand Mercedes alignait tous ses titres de champion, c'est parce que le règlement n'évoluait pas vraiment. Ça n'évoluait pas trop, etc. Là que maintenant on y est tombé, là à partir du moment qu'on est tombé sur un règlement qui a beaucoup évolué, notamment en 2022, là on n'est plus du tout sur les mêmes notions. Et c'est pour ça que, en gros, je dis que là, c'est plus compliqué. Et que je sais que si Loda était encore parmi eux, et ben Mercedes serait encore devant. Parce qu'il aurait compris comment faire fonctionner le changement de réglementation. Voilà. Bah ouais, mais Je tu sais, le, je- avec des si, on mettrait Paris en bouteille, hein. Exactement. Mais c'est pour ça que justement, j'explique la donne, pour que tout le monde puisse comprendre quand même la chose. Au moins là-dessus, on est clair. En tout cas, sur la course en elle, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire parce que très honnêtement, on sait que Melbourne est un circuit où il est difficile de doubler. Il s'est pas vraiment passé grand chose en réalité. Bah, Ça s'est surtout joué dans les deux stands. safety cars. Deux safety cars. Une VSC à la fin pour Max Ouais, Verstappen. ouais. Mais d'ailleurs, justement, j'ai envie un peu de te poser la question. La VSC du tout début, là, qu'on a eu avant la première safety car, est-ce que tu crois que c'est logique qu'il l'ait sorti?
Alors non, parce qu'en fait, tu veux parler quand Carlos Sainz est sorti de la piste. D'abord, on a mis VSC, puis ensuite on a mis SC, en fait. Ouais. Je pense que le directeur de course pensait que la VSC suffirait, mais comme il s'est rendu compte qu'il fallait dégager la voiture de Carlos Sainz, ils ont tout de suite changé pour mettre la safety car, en fait. Euh, Ouais. Là-dessus, ouais, donc t'as. Ouais, c'est ce que je pensais justement, mais alors, En bon. fait, c'est juste qu'en fait, il s'est trompé sur son analyse de départ, tout simplement. Et le directeur de course. Et après, il a Mm. rectifié, il a envoyé la safety car. On rappelle que Carlos Sainz pouvait repartir en étant poussé par les commissaires, étant dans une situation dangereuse, ou considérée comme dangereuse. Il pouvait repartir avec l'aide des commissaires, s'il le voulait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, puisque déjà, il avait tanké sa voiture dans les graviers. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre de voir une voiture 2022 se tanker dans le bac à gravier, quand même. Ah bah ça, Parce qu'en fait, c'est déjà la pourquoi la première. voiture s'est tankée dans le bac à gravier? C'est parce qu'elles sont plus basses, les voitures, aujourd'hui. Exactement. On a un centre de gravité qui est beaucoup plus bas et que voilà, c'est ça ce qui est aussi joue. Ça nous a fait revenir 20 ans en arrière. Tu crois? 20 ans, c'est Oh clair si, que. oh si, il y a 20 ans, les voitures, elles se tankaient dans le bac à gravier. Oui, 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 totalement, oui, oui, c'est vrai, ouais, non, mais là-dessus, non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi, effectivement. Après, t'avais des as qui arrivaient à en sortir. Hashtag Michael Schumacher, par exemple, pilote de rallycross, qui arrivait toujours à se sortir de situations un peu délicates. Ah bah ça, hein, c'était une autre époque. C'est vrai. Donc Bon, du coup, attends, alors, est-ce qu'on se remettrait pas en tête le classement de la course avec donc Leclerc qui l'a emporté devant Perez et Russell, Hamilton a terminé quatrième devant Norris et Ricciardo. Belle performance des deux pilotes McLaren, notamment de Ricciardo à domicile. On sait qu'en 2019, son Grand Prix à domicile s'était arrêté assez vite après, vous savez, le saut de cabri qu'il avait fait au départ. Vous vous en souvenez? Avec sa Renault, notamment. Là, il termine sixième et il termine qu'à 4 dixièmes de son coéquipier. Il termine très proche. Donc, exactement. donc voilà. Ensuite, Pierre Gasly termine donc neuvième, le pilote français. Ocon termine septième. Valtteri Bottas est donc encadré par les deux Français. Belle performance encore de l'Alfa Romeo, qui se maintient dans le top 10. Et puis, du coup, Zhou termine donc onzième à simplement 2 secondes 3 d'Alexander Albon. Vous voyez? Et puis Stroll, lui, termine douzième après avoir pris une pénalité de 5 secondes pour, vous savez, pour avoir zigzagué en ligne droite. Alors, c'est bien la première fois que j'ai vu une pénalité de 5 secondes pour un pilote qui zigzague en ligne droite. Ça Alors, change quand même de l'an dernier, hein, où c'était juste pénalisé par un drapeau noir et blanc. Et là, 5 secondes. eh ben, on va couper les choses en deux, puisque je pense que là-dessus, il y a encore matière à travailler. Bon, alors, comment dire ça? Je trouve que là, il y a deux choses. La première, c'est la sanction. La sanction, on dit toujours que là, ils avaient mis à l'époque un drapeau noir et blanc à Leclerc parce qu'il faisait des actions un peu trop dangereuses sur Lewis Hamilton. Alors, c'était pas des zigzags, mais bon, quand même, il avait reçu des avertissements. Après, il s'était calmé. Oh, il l'a juste Et un peu poussé à la deuxième chicane, c'est tout. oui, effectivement, je reconnais là-dessus. Mais, mais après, honnêtement, là, on va revenir sur l'Australie, là. Pourquoi, là, on collerait 5 secondes à Stroll en zigzagant? Sachant qu'une chose, rappelle-toi, tu me disais qu'il ne faut surtout pas zigzaguer en ligne droite, et c'est ce qu'on avait vu avec Verstappen et Hamilton l'année dernière à Abu Dhabi. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut franchement dire? Bah, j'en conclus que c'est un scandale. C'est vraiment scandaleux. On voit, ça se voit que
on est en train, littéralement, au niveau des sanctions, on ne sait plus quoi mettre. D'un côté, on va mettre du 5 secondes, d'un autre côté, on va mettre un drapeau noir et blanc. Mais non, mais Il attends. faut, il faut, il faut, il faut Attends, choisir une ligne directrice. non mais attends, Linkin, là je te trouve très dur quand même, excuse-moi. Là, je vais te reprendre de voler, je te trouve très dur. Je te rappelle que l'an dernier, c'était pas le même directeur de course que cette année. Donc Oui, laisse-leur c'est des... sûr. Attends, je trouve que t'es très dur quand même. Laisse-leur le temps. Laisse-leur le temps quand même d'appliquer des sanctions qui sont justes parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ont toujours été sévères mais justes. Regarde, la pénalité infligée à Lance Stroll pour l'accident de Nicolas Latifi, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale, ça méritait vraiment 3 places de pénalité. Euh, euh, Pareil, il y a eu plein d'enquêtes pour des drapeaux jaunes et tout ça, ça a pris du temps aussi. Voilà, ils sont de plus en plus attentifs, ils sont sévères mais justes. Il faut juste attendre un tout petit peu. Ils vont affiner leurs décisions et leurs positions. Et ils vont essayer de s'y tenir. Oui. Bon, allez, ok, on va dire, allez, je vais faire quand même un peu d'indulgence, mais là, Laisse-leur un peu de honnêtement, temps. Que tu sois critique, que tu étais critique l'an dernier, je peux comprendre, mais laisse-leur le temps. C'est que la troisième course, il y en a encore 20 à courir. oui, Tu oui, mais crois. je te rappelle une chose quand même importante, c'est que je vais reprendre les termes de certaines choses qu'avait dit Mohamed Ben Sulayem. Lui, il a dit qu'il ne souhaiterait pas qu'il y ait de l'incohérence dans les décisions prises par les commissaires et la FIA. Lui, il ne voudra pas de ça. Il ne le cautionnera pas et puis que si la prochaine fois, il peut soit coller un avertissement ou le virer. La preuve, il a quand même limogé Michael Masi. Bon, après, c'est parce qu'il y a eu une succession de décisions qui avaient été prises comme ça. Mais bon, D'ailleurs, vaut mieux éviter les trucs. d'ailleurs, Toto a remis un scud à Michael, hein, il n'y a pas très longtemps. Oh bah, les deux, ils partiront pas en vacances ensemble, ça c'est clair. Ça, c'est Bon, sûr. donc, et puis on va en venir bah, à Stroll. Là, bon, alors ok, Alors, ok, moi, ok, on l'a Stroll, critiqué, je on l'a voudrais, critiqué. je voudrais quand même parler de la maestria stratégique quand même d'Aston Martin, qui a eu cette idée très sympa. Il était parti en pneu dur, Lance Stroll. Au premier arrêt au stand, sous la première essai, ils lui ont mis des médiums. Il a fait un tour avec les médiums, il a fait son pit stop obligatoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rappelé au stand pour lui remettre les durs. Et du coup, il avait fait son arrêt obligatoire, plus obligé de s'arrêter. C'est-il pas malin, cette stratégie? Et bah écoute, bon, s'il y a un truc à retenir de drôle d'Aston Martin, c'est ça. Honnêtement. Non, c'était génial, c'était un coup de poker qu'il fallait tenter. Oui, 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 non, ah non, mais là-dessus, t'inquiète pas, là, j'ai bien compris. Je vais pas je le critique pas. Voilà, c'est à bien retenir. Mais il y a que ça de positif chez Aston Martin, parce que quand on voit la globalité du week-end qu'ils ont eu, entre un Vettel qui a malheureusement eu que des déboires, et puis un Lance Stroll qui a conduit et qui a piloté comme un boucher, faut pas, faut pas déconner là-dessus, c'est vraiment la réalité. Où on l'a averti en plus plusieurs fois à la radio, arrête de zigzaguer parce que justement tu vas te prendre une pénalité et que le pilote canadien n'a même pas osé arrêter, il a préféré continuer sur sa lancée. Excuse-moi, mais ça j'ai trouvé que son comportement sur la piste a été pour moi ultra dangereux. Et ça pour moi, et là malheureusement je sais que Ouais, mais en fait, il tentait de défendre sa... Enfin, le problème, c'est... Enfin, c'est pas pour l'excuser hein, que je vais dire ça. Hein. Mais le problème, c'est quand tu as une voiture qui est aussi mauvaise que la Aston Martin et qu'il faut que tu essayes au moins de marquer un point, tu fais, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir et tout ce qui est, allez, réglementaire et même parfois pas très légal pour maintenir ta position en réalité. Enfin, voilà, à la place de Lance Stroll, j'aurais certainement fait pareil. moi non. Très clairement, non, j'aurais pas fait pareil. Parce que bon, on va dire, c'est un peu facile parce que là, on juge parce qu'on est sur notre canapé. C'est vrai. Mais pour ceux, J'osais pas te le dire d'ailleurs. je dis bien, mais pour ceux
qui ont déjà pratiqué la compétition en cartes, ou qui font quoi que ce soit pour leur plaisir, même moi qui pilote en tant que championnat driver, mais excuse-moi, on ose, quelqu'un ose me faire un truc pareil, mais crois-moi, ça passe pas. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. À Alors, ok, l'arrivée, à non, 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 l'arrivée, tu non, mais descends de voiture et tu lui casses la gueule. C'est ça? je vais pas lui dire, je ne cherche pas à démolir quelqu'un, je cherche à faire comprendre qu'il y a des règles et que ce genre de situation, c'est dangereux. Mais non, mais bien Voilà. sûr, et Linkin, Là, j'adhère totalement à ton propos. ouais, ouais, mais Mais qu'est-ce qu'on ferait faut pas pas déconner. pour faire gagner un point à son équipe, parce qu'au-delà du point, c'est pas le point, c'est pas forcément primordial. Tu sais que c'est le classement des constructeurs, c'est pour les sous à la fin de la saison. Eh, écoute, j'ai envie de dire, de l'argent, on en gagne tous les mois, une vie, on en a qu'une, hein. Je suis Non désolé, mais mais ça, ce genre de situation, ça aurait pu conduire à l'accident. Et là, ça, je suis désolé, mais pour non, moi, j'ai alors envie de par plutôt contre, je suis créditer, d'accord, pour moi, là-dessus, je je suis vais d'a- plus je créditer suis Gasly sur ce sujet. Parce que là-dessus, Gasly, je sais que même s'il l'a pas exprimé très clairement à Laurent Dupin, mais je sais qu'il n'en pense pas moins Non, mais par contre, de ce je qu'a fait suis Stroll. d'accord que la Voilà. manœuvre sur Bottas, c'est une manœuvre franchement très limite. Il lui laisse pas la place au virage 3. Ça, c'est vrai. Là-dessus, je peux pas te contredire. Mais Non, c'est pas. Je pense qu'il a intérêt à vite se calmer, le Lens, parce que alors là, ça continue, les pilotes vont finir par très clairement en parler directement, et puis lui dire, écoute Coco, si ça continue, tu dégages quoi. Et je suis sauf que désolé. Et eux, puis ils ont aucun malheureusement, pouvoir décisionnaire. Ils peuvent pas faire virer un pilote. Ils ont aucun pouvoir décisionnaire. non, mais à un moment donné, quand tu es quelqu'un d'expérience en Formule 1, que tu sois un Bottas, que tu sois un Hamilton, que tu sois un Vettel ou un Ocon, bon, Ocon, je dirais peut-être moins parce que Ocon et Stroll, ils sont copains, mais personnellement, tu mets les pieds dans le plat, tu dis, bon, bah voilà, ce genre de situation qu'a fait tel pilote, c'est dangereux, il ne faut pas, il faut pas laisser passer ça. Après, il y a le débriefing des pilotes aussi, le débriefing avec le directeur de course, hein, pour ça, en avant-course. Ça se trouve, à la course suivante, les gens vont y revenir. Nous, on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe. Mais peut-être que les Ouais. gens vont le dire, que les pilotes vont dire à Lens, écoute, fais gaffe. Ah ouais, non, mais là, je sais pas, moi, à un moment donné, faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit bien souvent, et En voilà, même hein, temps, je peux pas te, on en est, même temps, je peux pas te contredire. Je peux pas te contredire. voilà, faut savoir courir dans la sécurité et la légalité. Ouais. Alors, moi, je voudrais parler d'une dernière chose avec toi avant qu'on passe au Driver of the Day et au classement Linkin, Ouais. qui est parti d'ailleurs et qui revient. Voilà. Non, Il, mais excuse-moi, je suis allé juste brancher mon ordi parce que j'avais ma batterie qui ouais. commençait un petit peu à me faiblir. Il s'en va et il revient. Voilà. Une dernière chose. La FIA a rappelé des règles pendant le week-end. Notamment le fait que porter des bijoux, ça pouvait être répréhensible dans une voiture de F1. Est-ce que Est-ce que toi, ça t'a choqué ce rappel au règlement? Est-ce que les pilotes doivent nécessairement abandonner leurs bijoux? On sait qu'il y en a qui portent peut-être des chaînes, des médaillons, mais en dessous de leur combinaison, bien sûr, hein. Il y en a qui portent des montres. On sait que Hamilton, il a des piercings, notamment. Est-ce qu'on peut lui demander de les enlever? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Parce que même pareil, on leur demande d'être en sous-vêtements inifugés et Gasly a eu cette réaction incroyable. Bon, qui viennent me fouiller le cul, entre guillemets, qui viennent me fouiller les parties génitales s'ils veulent. Bon, alors, justement, ça m'avait fait aussi un peu réagir ce genre de situation. Bah justement, c'est le moment d'en parler. Gasly, à un moment donné, je pense qu'il a osé, comme on dit, mettre les corolles sur la table et puis de dire, Au vous sens m'emmerdez, hein. propre comme au sens figuré d'ailleurs. Voilà. Bon, il a, ça fait surtout signifier ça. Ça fait vraiment surtout, mais vous me cassez les, comme Ah on oui, dit. oui. Voilà. Personnellement, alors, il faut prendre en compte quand même une chose.
il faut savoir différencier sur le contexte des bijoux. Les piercings, par exemple, comme en porte Hamilton, ça, tu peux pas vraiment les retirer. Bah, il a clairement dit C'est d'ailleurs, il faudrait les voilà, couper, il faudrait les casser, il faudrait les couper. voilà, Impossible. voilà. Donc je suis désolé, ça là-dessus, non, il peut pas. Mais en revanche, heu, par exemple, les bagues aux doigts, ça, par exemple, vaut mieux les retirer, surtout si elles sont encombrantes. Ouais. Ça, par Alors, exemple, on peut les pareil, retirer. alors les montres aussi, ça peut être très encombrant, notamment quand il faut mettre les gants. Alors oui, mais alors, justement, je t'explique. Les montres que possèdent les pilotes, même si c'est quelque chose de très cher, ils ont, tout un tas de justement de paramètres dessus, qui leur permettent de voir justement la fréquence cardiaque, les et puis d'autres, et puis d'autres choses. Et ça, c'est important pour le pilote parce qu'à ce moment-là, lors justement quand il va faire cette séance de sport, quand il va rapporter toutes ces informations à son préparateur physique, justement, ils savent où ils en sont. Ouais, non, mais Donc bien sûr. là-dessus donc là-dessus, ce qui est quand même important, c'est que pour moi, les montres, ça, c'est pas autant vraiment gênant. Ce qu'il faut faire le plus prendre en compte, par exemple, les bijoux, les colliers, par exemple, qu'on met autour du cou, il faut que moi, je n'ai rien contre de les garder, à condition que ça soit Bah, ouais, bien mais camouflé moi, et ne pas que ça ballotte à pleine vitesse, parce que ça peut être dangereux sinon. Inkin, moi, je vais te dire quelque chose. Je pense que ça doit être à la liberté et à la discrétion de chaque pilote. Parce que Oui, tu vois, voilà, c'est ça. moi je trouve que, enfin, c'est mon avis, hein, après, je peux comprendre que ce soit aussi pour la sécurité des pilotes, qu'on leur dise enlevez au maximum vos bijoux, d'accord. Mais moi je pense que si ils veulent les garder, ils doivent pouvoir avoir la possibilité ils doivent avoir la possibilité de les garder sans prendre ne serait-ce qu'une amende ou une pénalité. Oui, c'est ça, mais c'est la liberté de vivre, hein, c'est la liberté d'expression, hein. Alors, par contre, là où je suis moins d'accord avec Gasly, c'est que les sous-vêtements inifugés, si, il est faux. Il est Bah, faux. il est Si, faux, il est si on leur demande de porter des sous-vêtements ou des vêtements inifugés, c'est pour une bonne raison. On l'a vu notamment à Bahreïn en 2020. oui, non, mais là-dessus, on peut pas les contredire. Bah, de toute façon, ça fait partie Après, je comprends que des équipements Gasly, F1. je comprends que Gasly dise oh, qu'ils viennent me fouiller les parties génitales s'ils veulent pour voir si c'est inifugé ou pas. Je comprends. C'est peut-être désagréable pour lui parce que et qui dit quelque chose d'inifugé dit quelque chose d'un tout petit peu plus lourd pour le pilote à porter. Bah, de toute façon, quand tu as les équipements déjà, les équipements anti-feu inifugés, plus la combinaison, plus, Le casque, le Hans et tout ça. la cagoule, le casque, le hans, les gants, et cetera, Les chaussures heu, aussi, on n'y pense pas aux chaussures. les chaussures aussi, oui, bah, de toute façon, Normalement, c'est ce il qu'il faut que le faut. pilote fasse avec son équipement, je crois que c'est 80 kilos la réglementation. Revérifier hein, si on a dit une bêtise. C'est 80 kilos, il me semble. Beh, ouais, donc personnellement, bon, bah, de toute façon Gasly à un moment donné, il faut savoir quand même, faut savoir vraiment, faut savoir les porter quand il le faut et quand c'est pas utile, autant ne pas les garder. C'est ça le truc, hein. En Ouais, même temps, non mais je comprends. Après, je comprends ce que tu veux dire et on pourra avoir ce débat pendant des heures. C'est un problème insoluble. Parce que des gens penseront que, mais qu'est-ce qu'on les fait chier avec des bijoux? Qu'est-ce qu'on les fait chier avec des sous-vêtements inifugés? Et puis des gens qui diront, mais c'est normal qu'on leur demande d'enlever leurs bijoux, ça peut être dangereux. C'est normal qu'on leur demande de porter des sous-vêtements inifugés parce que s'il y a le feu dans leur cockpit, et faudrait qu'ils évitent, excusez-moi l'expression, mais d'avoir le feu au derche, entre guillemets. Mais voilà, ça sera toujours un débat assez clivant. Tu auras des gens qui auront des positions tranchées. C'est dur de dire, en bah, c'est fait, ça. parce que Faut savoir dissocier les choses. La oui, première, les vêtements inifugés, ça justement, c'est compréhensible qu'ils soient intransigeants avec ça, parce que justement, c'est pour leur sécurité. bien Et sûr. après d'un autre côté, les bijoux, quand c'est un pour, quand pour eux, ça leur gêne pas,
mais qui les laisse. Parce que parfois c'est un peu leur porte-bonheur, c'est un peu leur gris-gris aussi, parfois leur bijou, hein. Faut pas oublier Voilà, des bracelets ou bon, des choses comme ça, c'est leur gris-gris. Donc je pense que ça doit être à la liberté de chaque pilote. Ok, la direction de course a le droit de rappeler la consigne qui effectivement il faudrait éviter les bijoux, mais je pense que il devrait être capable de pouvoir les garder. Voilà. Bon, ouais, c'est ça. je crois que Clint Kidd, c'est beau. On a fait le tour du week-end australien. Est-ce que tu voyais autre chose à dire peut-être? Alors si je voulais vous donner la suite du coup du top 10, puisqu'on avait le classement du top 10 tout à l'heure, je voulais vous donner la suite. Zhou donc a terminé 11e devant Stroll 12e et sa pénalité de 5 secondes. Et les pilotes à un tour, Mick Schumacher 13e, Magnussen 14e, Tsunoda 15e, et puis Latifi et Fernando Alonso qui s'est complètement loupé à la fin du Grand Prix. Alpine s'est loupé sur la stratégie. Quelque chose d'assez rare en fait. C'est dommage, un tour et n'ont pas terminé la course Verstappen, Vettel et Carlos Sainz. Voilà. Et ouais, malheureusement. Alors, On regarde le pilote du jour, Lincoln. C'est Charles Leclerc qui est élu pilote du jour. Là-dessus, j'ai presque envie de dire que c'est logique, même si moi j'aurais quand même mis pour quand même la remontée, pour le point de la 10e place, Albon. Pour moi, Albon était le pilote du jour, pour ce qu'il a fait. ouais, c'est sûr. Mais après, ce que s'ils ont pris Charles Leclerc, c'est parce que déjà non Ouais, seulement mais alors, il a toujours été numéro un, voire numéro 2 entre guillemets sur les séances d'essais libres. Sur la qualif, il fait la pole. Là, en course, il gagne, plus il fait le meilleur tour en course. Donc en gros, il fait le week-end parfait. Bon bah voilà, il est là-dessus, on peut pas y faire grand-chose, hein. C'est tout bonnement mérité. c'est vrai. Non, non, mais on rappelle que le driver of the day, c'est les fans qui votent. Vous le savez, c'est pas les journalistes qui sont sur place, c'est les fans qui votent. Donc c'est Charles Leclerc. Alors, on dit pas que c'est illogique que ce soit Charles, hein. Il mérite tout à fait. Il a collé. Alors, c'est ce que je vous dis. L'écart à la fin est pas énorme. Regardez l'écart à la fin. Il est seulement de 20 secondes après 56 tours. Ça fait même pas une demi-seconde par tour, mais il y a eu la safety 58. car. Il y a eu les deux safety cars plus la VSC. Mmh. Donc C'est voilà, ça. l'écart aurait pu être beaucoup plus grand. Donc ça, c'est le driver of the day. On regarde le classement du championnat Ouais. pour terminer ce débrief. Donc du côté des pilotes Lincoln, eh bien, ça ne bouge pas, sauf pour George Russell qui prend du coup et de facto la deuxième place du classement du championnat du monde des pilotes avec Oh 37 ouais. points. Ah, et on en parle justement, tiens, d'ailleurs, Russell, on va en parler, mais t'as vu Ah, comment il était choqué au micro de Laurent oui, Dupin quand Laurent quand il lui Dupin, annonce. et oui, quand Laurent Dupin lui a annoncé qu'il était deuxième du championnat, je pense qu'il a cru qu'on lui faisait une blague. Oh la vache, oh là là, j'étais mort de rire. Bah, mais moi aussi. Alors, Sainz, du coup, redescend à la troisième place. Pérez remonte quatrième, d'accord. Hamilton reste cinquième. Verstappen redescend sixième. Ocon redescend septième. Norris remonte à la huitième place. Magnussen est toujours neuvième et Bottas dixième à égalité. Et puis du côté des constructeurs, du coup, Ferrari accroît son avance. 39 points d'avance sur Mercedes. 49 sur Red Bull. McLaren remonte au quatrième rang avec 24 points, mais profite de ce week-end. Alpine descend d'une place, cinquième, 22 points. Alfa Romeo, sixième avec 13 points, devance As avec 12 points. AlphaTauri est toujours huitième avec 10 points. Williams, neuvième du coup avec le point d'Alexander Albon, qui remonte 15e au championnat du monde des pilotes, Alexander Albon. Et du coup, Aston Martin qui termine dernière et qui est toujours dernière avec 0 points. Voilà, Linkin, je crois qu'on a dit ce qu'on voulait dire. Est-ce que tu veux rajouter autre chose avant qu'on termine? Bah, ce qu'on espère juste, c'est une remontée quand même des AlphaTauri. Parce qu'on en a pas trop parlé sur ce débrief, mais les AlphaTauri, on aimerait bien quand même les voir quand même remonter. Bah, Pierre a terminé 9e et Tsunoda 15e à un tour. Ouais, c'est sûr. Bah, de toute façon, bah, il faut franchement qu'ils continuent d'évoluer la voiture, hein. Mais Parce que en là, tout cas, malheureusement, c'est un peu compliqué.
Je voulais conclure sur ça, ce débrief, Linkin, quand même, c'est que la hiérarchie que j'annonçais au départ de la saison, elle se confirme. Parce que on va dire que Melbourne est un circuit atypique. On l'a dit, c'est pour ça que les McLaren se sont retrouvées aussi hautes et les As aussi basses. C'est un Mm. circuit atypique. D'accord. Sur des circuits plus conventionnels comme Imola dans 2 semaines, McLaren va régresser. Il faudra Mm. voir cependant les améliorations de Mercedes, notamment au niveau de la planche de leur voiture. Ce sera ça, Linkin, qu'il faudra surveiller pour le point technique de Imola. D'ailleurs, Imola, c'est dans 2 semaines. Le débrief aura lieu donc le mardi 26 avril, nous en enregistrement, et vous l'aurez le lendemain sur notre YouTube. Je vous rappelle que vous retrouvez The Débrief sur Twitch. Enfin, vous retrouviez The Débrief sur Twitch. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Sur Facebook, le groupe The Débrief. Sur Instagram, @The Débrief. Et sur, Oui, ça. et sur Twitter, @The Débrief. Mais également sur notre chaîne YouTube où vous retrouvez l'ensemble des débriefs et sur lesquels vous pouvez nous poser des questions si vous avez envie. Et on en met des extraits, on en mettra des extraits sur Twitter d'ailleurs. Voilà. Et extraits que vous pouvez aussi retrouver sur Facebook. Hein. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Facebook, le groupe The Débrief. Voilà. Ce live est désormais terminé. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitter, à rentrer sur notre Discord aussi, dont vous trouverez les liens notamment sur Twitter. Je les remettrai dans les descriptions des vidéos YouTube aussi pour que vous puissiez cliquer directement. En tout cas, Linkin, merci de m'avoir accompagné. On se retrouve dans 2 semaines dans un format complètement différent, puisqu'il y aura la qualification sprint, la première des 3 qualifications sprint, des 3 courses sprint de 100 km. Exactement. Alors, justement, ce qu'il faudra quand même prendre en compte, c'est qu'à mon avis, pour moi, la course sprint, pardon, va être vraiment très, très déterminante parce que, bon, alors déjà, Imola, c'est un circuit où pour dépasser, c'est pas le top. Mais alors, aussi, ça comptera beaucoup aussi pour le championnat parce que c'est là que ça peut faire remonter comme ça peut faire redescendre. En C'est tout cas, je vrai. parle notamment pour les classements constructeurs. Alors on rappelle, hein, nouveau barème de points pour ces courses, on vous l'expliquera la prochaine fois. Hein. 8 points pour le premier jusqu'à 1 point pour le huitième. Et pas de points pour le meilleur tour en course puisque c'est censé être une qualification sprint. D'accord. Mais Voilà. du coup, la qualification, vous le savez, elle aura lieu du coup le vendredi après-midi. Il n'y aura qu'une séance d'essai pour se préparer à la qualif et à la course. Puisque je vous rappelle que les voitures seront sous régime de parc fermé à partir du vendredi après-midi. Et que la deuxième séance d'essai du samedi matin ne servira pas à grand-chose. Et bah voilà. C'est pour ça d'ailleurs que moi je comprends pas qu'ils aient pas inversé. En fait, qu'ils aient pas fait la qualification sprint le samedi matin. Tout simplement. Ça aurait été plus logique qu'ils la fassent le samedi matin, puisque le samedi après, les voitures ressortaient du parc fermé le samedi après-midi, pour la deuxième séance d'essai libre le samedi après-midi, tu vois. Et Mmh. puis, euh, et puis comme ça, les pilotes pouvaient se régler une dernière fois pour la course. Ouais, un peu comme ils ont fait à Silverstone, en fait. Bah non, Silverstone, le format était déjà le même. EL1 le vendredi, qualif le vendredi après-midi, EL2 le vendredi matin, puis qualif sprint, les voitures étaient déjà sous parc fermé, course dimanche. En fait, il faut retravailler ce modèle, mais je suis sûr qu'ils vont le retravailler. Donc voilà, première des 3 qualifs sprint. On y reviendra d'ailleurs. Tout ça et bien plus encore, ainsi que la F2 et la F3 qui feront leur retour, ce sera dans The Débrief épisode 4. Merci Linkin d'avoir été avec moi ce soir pour débriefer ce Grand Prix. Et bah, au plaisir, hein. Bah, vous savez très bien où nous retrouver. Et puis, si jamais vous avez des questions, bah, posez-nous-les. On y tiendra compte. Dans l'espace commentaire et on y répondra lors du prochain débrief. Salut à tous, surtout prenez bien soin de vous dans cette période compliquée et puis on se retrouve le 26. Allez, c'est très bien, il y a pas de souci. C'est très bien. Bonne soirée à tous, bonne journée, bonne soirée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, soyez heureux, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Salut à tous. Ciao, ciao.